Et je vais demander donc aux intervenants suivants, que sont Florent Demonnet de GBA 3 Bois, d'allumer son micro et sa caméra, et également Monsieur Routaboul du CIPAM, directeur technique du CIPAM, d'également allumer son. Et je vais vous partager, je vais vous donner la main sur le diaporama pour que vous puissiez faire passer les diapositives. Tac. Monsieur Routaboul, il faut allumer votre micro, c'est tout. Oui, j'attendais que vous terminiez. Super, pardon, merci. Et donc, Bonjour à tous. C'est Florent qui prend la main, je crois. Bonjour à tous. Florent Demonnet, je suis un des dirigeants de GBA, donc entreprise qui est plus connue sous notre marque Trois Bois. L'entreprise est active depuis 2007. On fabrique principalement du granulé de bois et également de la plaquette de bois, je dirais plutôt de qualité, petite granulométrie et dépoussiérée. Donc aujourd'hui, l'entreprise, on est 18 personnes. Donc le process de fabrication du granulé de bois fonctionne 7 jours sur 7, 24/24, pour une production de 25 000 tonnes cette année. Notre entreprise, donc aujourd'hui, a la possibilité d'évoluer avec l'intégration d'une deuxième presse pour arriver à 50 000 tonnes. Donc le fait qu'on soit, je dirais, un petit acteur dans le monde du granulé de bois, on a intégré, je dirais, une grande partie de la chaîne de valeur. Donc à l'amont, donc là, on achète les matières soit bord de route, puisqu'on travaille des billons et également de la plaquette. Donc les billons, le bord de route, un petit peu sur pied, mais c'est très rare. La plaquette livrée chez nous. Et dans l'entreprise, on va jusqu'à la livraison à l'utilisateur final, que ce soit en vrac ou en palette. On a développé une première innovation dans ce projet, qui était le distributeur automatique de granulés de bois, et également un système de pré-séchage qui est combiné à un séchage basse température. Donc, tout ce qui avait arrivé chez nous en plaquettes est mis à l'intérieur des bâtiments et commence à subir une opération de pré-séchage pour commencer d'homogénéiser la matière et éviter toute fermentation. Voilà, donc petit acteur, l'idée c'est vraiment de faire un circuit de proximité en lien avec le consommateur. Comment on fait pour passer les slides? Ah, merci. Donc voilà, donc on n'est pas, enfin l'innovation, c'est pas une recherche chez nous, hein, puisqu'on est, je dirais qu'on est plutôt un utilisateur de solutions. Mais c'est vrai on a rencontré des problématiques qui nous ont amenés à innover. Notre démarche a été aussi motivée par le fait qu'on soit deux associés opérationnels, donc Michel Markiewicz, qui lui vient vraiment de la granulation, et moi qui viens de la première transformation du bois. Donc en fait, on a croisé nos expériences, ce qui nous a amené à imaginer des solutions à nos problèmes. Donc là, le distributeur automatique, un petit visuel. Donc ça, c'était une solution pour nous pour mettre du granulé de bois à disposition de l'utilisateur 24/24 et offrir une solution alternative, je dirais, au produit qui est écoulé sur les grandes surfaces alimentaires, au bricolage. Donc là, l'objet, c'est de parler plus de notre process. Donc en fait, sur notre process, on a un process aujourd'hui complètement monitoré sur les machines principales, c'est-à-dire que du séchoir jusqu'à la presse à granulés. Donc là où on trace en permanence, on relève des températures, des intensités moteurs, principalement. Donc, on trace en fait des courbes en permanence de notre production, donc ce qui nous a permis de vraiment améliorer et monter en puissance. Donc, entre 2017 et aujourd'hui, on va dire en période hivernale, on est passé d'une production de 40 tonnes jour à 90-95 tonnes jour.
grâce à toute cette instrumentation et ce qui nous a permis d'optimiser le process, d'aller faire des modifications de machines. Je vais dire qu'on est passé d'une ligne de machines telle qu'on peut l'acheter dans le commerce à une ligne d'exploitant. Voilà. Moi, je la qualifie comme ça. C'est-à-dire qu'on a défini, on a trouvé nos points bloquants et à chaque fois, on a travaillé dessus avec la maintenance pour monter en puissance. Donc, voilà. Et ça, on l'a fait par rapport à l'ensemble de ces données captées au quotidien. Donc, au-delà de ce process principal, entre le séchoir et la presse, on avait beaucoup de convoyeurs, beaucoup d'autres machines, et aujourd'hui qui sont compliquées à monitorer de la même façon. Et puis, la difficulté aussi, une fois monitoré, c'est d'être capable d'analyser ces informations. Donc, en fait, on s'est mis en recherche de solutions. Et là, donc, je sais pas, on le voit, moi, je le vois pas sur la slide. Je sais pas si vous la voyez comme il faut. Donc, on a une photo d'un petit capteur de surveillance de température, donc qui nous a été fourni dans une solution complète. Par la société CIPAM. Voilà, donc on est parti dans cette démarche-là, puisque on a des machines, le process est étalé sur une centaine de mètres. Donc on a fait le choix de pas avoir de système filaire, parce que c'était très lourd à mettre en place. Et il nous fallait aussi un outil qui soit capable de nous générer des alertes, puisque là, donc on est au début de la démarche avec CIPAM, mais on devrait avoir 150, un peu plus de 150 capteurs à installer. Donc l'idée dans cette démarche, on a plusieurs, plusieurs étapes. La première étape, c'est d'avoir une sécurité incendie. Donc, c'est des capteurs qui surveillent la température avec une alarme haute pour éviter les points chauds qui sont susceptibles de mettre le feu à la matière. Donc ça, c'est l'étape 1. L'étape suivante, c'est d'intégrer donc ces remontées de température dans une démarche de maintenance préventive. Voilà, essayer de détecter ce que pourraient être les signes avant-coureurs d'une faiblesse, d'un roulement, de tous les éléments qui sont en fonctionnement, et de pouvoir intervenir, je dirais, au bon moment, avant qu'on ait une casse, avant qu'on ait détérioré le matériel. Je vais peut-être redonner la parole à Vincent Rotaboul pour présenter vraiment l'aspect technique de la solution. Merci. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Merci Florent. Néanmoins, effectivement, on va rentrer un peu plus dans le détail. J'ai passé les slides. Hop. Pour vous présenter tout d'abord CIPAM. Alors CIPAM, on est localisé à Clermont-Ferrand, donc en Auvergne. On existe depuis 1993 et la vocation de CIPAM, c'est d'aider les industriels à s'équiper en technologie pour essayer, comme le disait Florent, d'avoir de la visibilité concernant leur atelier. Donc en première approche, tout ce qui est traçabilité de biens dans les étapes de transformation, mais pas seulement, il y a également le monitoring et l'apport de données pour essayer de superviser au mieux l'ensemble du parc machine et des équipements, qu'ils soient fixes ou mobiles. Alors, effectivement, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le concept d'industrie 4.0, mais dans la pratique, voilà, CIPAM aide les industriels à faire leur transformation numérique depuis 1993. Et depuis ce temps-là, l'entreprise a pris beaucoup de compétences dans les technologies sans fil, notamment ce qu'on appelle, ce que vous connaissez certainement, tout ce qui est RFID, ce qu'on appelle sans contact, et avec tout son spectre. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, on a une grande compétence chez CIPAM autour de ces technologies-là d'identification, de localisation et
et de capteurs. Notre métier, c'est vraiment être au plus près des industriels. On a cet ADN chez nous de comprendre les process dans les environnements un peu contraints, voire très contraints. Et donc, voilà, CIPAM est reconnu non seulement en Auvergne-Rhône-Alpes, mais dans toute la France, pour cette capacité à proposer des solutions spécifiques aux industriels qui s'intègrent le plus facilement dans l'environnement. Donc, c'est cette voie qu'on a choisie. Utiliser la technologie existante, trouver les bonnes sources de composants pour une application donnée et donc l'intégrer parfaitement dans l'environnement du client. En termes de structure, aujourd'hui, alors on n'est plus 21, on est 23 depuis la semaine dernière, donc on est en expansion. On fait partie effectivement de ces entreprises qui ont la chance de passer cette année 2020 dans des conditions plutôt bonnes. Comment dire, l'État a également fait en sorte que cela fonctionne, puisque le plan de relance prévoit effectivement d'aider les entreprises qui veulent investir dans du matériel lié à la transformation numérique. Donc, on bénéficie de cet effet et on est bien content de pouvoir aider les industriels à améliorer leur performance par ce biais-là. Hop, alors mon slide ne passe plus, si ça passe. Je vais parler très rapidement. Notre métier, c'est d'intervenir à tous les stades d'une idée, d'un projet auprès de nos clients industriels ou autres. Hein. On fait 99% d'industrie, mais on est présent dans tous les secteurs. Et on utilise donc voilà pas mal de technologies pour identifier les biens, donc notamment le marquage laser, évidemment le code barre, l'impression d'étiquette qui a encore de beaux jours devant eux, mais également effectivement on a cette capacité à sourcer et avoir une bonne expérience maintenant de tout ce qui est RFID active. Donc RFID, vous connaissez, c'est quelque chose de sans contact, c'est comme ce que vous voyez chez Decathlon là pour faire la liste des articles à la caisse de manière instantanée. Mais nous on l'utilise dans le milieu industriel et il y a eu un dérivé dit actif, donc qui permet le fonctionnement des balises, au même titre que le Bluetooth, le Wi-Fi, etc. On peut avoir des technologies, notamment celles qu'on a implémentées chez BA, pour la remontée d'informations de capteurs de mesure. Et donc notre métier, c'est non seulement de fournir des capteurs, mais comme je dis tout à l'heure, l'intégrer parfaitement dans l'environnement. Et donc à ce titre, on a des compétences en interne pour faire de la conception, qu'elle soit mécanique, électrotechnique, et également du développement logiciel à façon pour pouvoir s'interfacer avec les systèmes tiers que possèdent les entreprises ou même faire des applications dédiées, des interfaces utilisateurs, etc. pour nos clients. Alors, on travaille aussi dans la filière bois. Là, je vous donne un exemple justement qui est d'une expérimentation qu'on a faite dans la Sarthe en 2015. Donc, qui visait à utiliser justement les technologies RFID passives pour la traçabilité des grumes. Et donc, on a sourcé des plaquettes avec une puce RFID. Donc, on a testé ça. On a utilisé également, on a sourcé un autre tag qui s'implante dans chaque grume à l'aide d'une sorte de hache avec un outil spécial. Donc, on voit là sur la photo en bas à droite les tags qui sont placés dans le bois. On a également testé des tags plus industriels qui sont, on va dire, nos usages principaux. Et donc, on a fabriqué des portiques et demi-portiques pour lire toutes les grumes au passage des camions, sachant que le principe, c'est de marquer les grumes en bord de route quand les bois sont coupés et ensuite d'assurer le suivi à chaque étape de la transformation. Donc au final, on s'est rendu compte qu'en 2015, les produits n'étaient pas encore matures pour une exploitation en volume. Les tags industriels fonctionnent bien, mais ils ne sont pas pratiques pour les usagers, pour les implanter sur les grumes. L'implantation avec la hache des tags suédois était compliquée, donc il y avait beaucoup de casse. Et par contre, les plaquettes étaient très faciles d'utilisation, puisque on va dire que ça correspond bien au métier. Par contre, au niveau des performances, on n'était pas au niveau attendu. Voilà, donc l'expérience n'a pas été plus loin, mais voilà, on avait eu une expérience de ce type-là.
Pour revenir au sujet d'aujourd'hui, le besoin, comme l'a précisé Florent, était assez simple, j'ai envie de dire, c'était de pouvoir placer des capteurs à des endroits stratégiques sur des équipements fixes qui ne sont pas pourvus d'éléments de monitoring. Et donc l'idée, c'était principalement de capturer des informations de température de manière assez fréquente et pouvoir les restituer aux ayants droit au travers de PC ou de smartphones, principalement pouvoir générer des alertes lorsqu'il n'y a plus personne sur le site. L'idée étant aussi qu'il fallait une solution à moindre coût, voilà, parce que si on met des équipements hyper sophistiqués pour avoir une information mineure, mais qui coûte plus cher que le parc machine, forcément, ça n'a pas d'intérêt économique. Donc là, on a choisi une solution existante qui est 100% française, y compris l'électronique est fabriquée en France, où on peut utiliser des balises avec un capteur de température et d'humidité intégré, qui est relativement bas coût, qui fonctionne sur une bande de fréquence de 433 MHz, équivalente, on va dire, au système d'ouverture de portail ou de garage ou de télécommande. Et également donc des balises pouvant avoir une sonde déportée par un câble, ce qui permet d'une part de pouvoir placer un capteur de température dans un endroit où il n'y a pas forcément beaucoup de place, et puis surtout d'avoir une sonde qui peut aller plus haut en température. Sur un tag avec tout intégré, on va se limiter à une température maximale de 85 degrés. Avec une sonde externe, forcément, on va pouvoir aller plus loin, au-delà de 200 degrés. Le principe, c'est que cette gamme de fréquences à 433 MHz permet d'avoir une portée relativement bonne, relativement longue, et donc en plaçant une passerelle, donc un calculateur avec des antennes au milieu de l'atelier, on arrive à recueillir les informations de l'ensemble du parc de capteurs disséminés sur les installations. Cette passerelle, donc, non seulement récupère les données, les collecte, mais également elle est connectée Internet au travers d'une carte SIM avec un abonnement 4G, et donc envoie les données vers une base de données centralisée sur un serveur là aussi en France. Et ensuite, on est capable d'accéder à ces données via un portail web, via un navigateur Internet standard. Et également, on est capable de paramétrer dans cette base de données des alertes pour envoyer des alertes sur smartphone ou par email. Voilà, donc, dans un premier temps, effectivement, pour vous parler du planning, on va dire, Florent est venu vers nous à la fin du mois de mai. On a fait une session d'essai au cours de l'été, et donc ensuite à la rentrée, il a investi dans la passerelle et quelques tags pour commencer, comme il l'a dit, à faire de l'enregistrement de nos données. Donc là, j'ai peut-être réduit les captures d'écran du portail un peu trop, mais effectivement, on voit bien que ça, c'est le portail sur lequel on récupère les données. On voit qu'on enregistre des données très régulières. Alors, j'ai plus la période de mesure, mais c'est de quelques secondes, quelques minutes. Donc, on a beaucoup de données qui remontent. Et donc, avec ça, on est capable de tracer effectivement des courbes pour chaque point qui correspond à un capteur. Donc ça, c'est la deuxième étape, on va dire. On consolide les données, on est capable de retracer l'historique, voir s'il y a des pics comme là pour essayer de corréler à des événements dans l'atelier. Et effectivement, comme disait Florent, après, par la suite, on est capable de faire des alertes à minima sur des dépassements de température ponctuels. Mais à terme, l'idée, c'est d'avoir suffisamment de données et de faire de la corrélation, ce qu'on appelle aujourd'hui la data science, pour pouvoir améliorer la productivité des performances, notamment par la mise en place d'algorithmes qui permettent de détecter d'éventuelles défaillances sur les équipements, et donc de pouvoir intervenir très vite et très tôt pour pouvoir dépanner les installations sans bloquer finalement la production. Voilà, j'en ai terminé. Si vous avez des questions, on peut y répondre. Très bien, merci beaucoup. Vraiment très intéressant de voir en fait qu'une entreprise qui souhaite un peu innover
fait appel à une entreprise en fait qui développe des solutions, et l'entreprise qui développe des solutions cherche à améliorer ces solutions, à les rendre encore plus adaptées. C'est exactement ce qui s'est passé là dans votre. Et donc on voit bien que deux partenaires ensemble arrivent à solutionner des problèmes industriels et à optimiser un petit peu un process et gagner en rentabilité pour l'entreprise qui fait appel à vous. Donc c'est vraiment super intéressant. Anaïs, est-ce qu'il y a des questions, s'il te plaît, concernant cette intervention? Effectivement, on a des questions. Je vais essayer de les regrouper. Alors, je vais vous poser une première question qui va en regrouper deux, alors qui concerne plus l'exemple cité sur la technologie RFID et la traçabilité des grumes, à savoir peut-être rappeler à quoi sert cette traçabilité dans la filière bois et quelle est sa finalité, et est-ce que cette technologie RFID par rapport à un marquage déjà classique qui existe dans la filière forêt-bois sur les grumes, enfin, quel est son coût, on va dire, par rapport au marquage classique, et est-ce que la réutilisation de la puce RFID est possible? Oui, c'est une très bonne question. Alors, le but là de l'étude de la RFID sur les grumes était donc principalement d'automatiser les saisies. En fait, le principe de la RFID, et donc dans ce cas-là, c'est de dire, OK, avec la personne qui coupe les grumes et les laisse au bord de la route, ben on les identifie, on sait la provenance. Lorsque on les transporte sur un site de transformation, on est capable de lire en volume tout ce qui arrive et sa provenance. Donc ça permet ensuite de conserver la trace. Lorsque les grumes sont utilisées dans l'atelier de transformation, elles sont lues unitairement, et donc là encore, c'est l'automatisation de la collecte de données qui fait qu'on sait que pour tel produit, on a utilisé cette grume qui venait de tel endroit, sans avoir une autre action humaine que celle de départ qui est d'identifier le bois. Donc voilà le principal avantage. C'est comme le code barre, hein, c'est vraiment l'automatisation. Les puces étaient faites pour disparaître avec le bois, c'est-à-dire qu'on avait mené une étude aussi pour savoir si la quantité de silicium et de plastique était néfaste, et en fait c'était négligeable par rapport on va dire au volume de bois utilisé. Donc voilà, c'était du jetable à chaque fois. Et j'oublie cette question. En termes de coût, forcément c'est plus cher à la base, puisque une plaquette RFID va coûter peut-être 5 fois plus cher qu'une plaquette plastique classique, voire 10 fois plus cher, je pense. Voilà. Mais l'intérêt derrière, c'est l'automatisation des données, et donc conserver l'historique et la provenance, et donc toute la traçabilité de chaque bois, de manière automatique. D'accord, merci pour cette réponse qui a fait le tour, je pense, des interrogations posées à ce sujet. Je vais aussi tenter de synthétiser les deux prochaines questions. Une qui va pouvoir rebondir sur le lien entre vos deux entreprises et les travaux en commun. Est-ce que vous avez évalué la rentabilité, donc pour GBA3 Bois, de la technologie qui a été développée? Et puis pour ouvrir plus largement pour CIPAM, est-ce que en plus donc de cet exemple d'accompagnement dans la filière bois avec GBA3 Bois, vous avez accompagné d'autres process industriels, notamment de première transformation du bois dans la filière, et si oui, lesquels? Bon, je vais prendre la parole sur la rentabilité. Donc, de chiffres réels à proposer. Par contre, je vais vous expliquer dans l'approche, en fait, hein, l'intérêt pour nous d'aller dans ces démarches-là. Donc, comme je vous ai dit, on avait déjà tout le cœur de notre process qui était monitoré. Donc, on a travaillé sur cette partie-là. Et on s'est rendu compte, en fait, qu'en maintenance, maintenant, les heures qui étaient perdues étaient liées, je dirais, tout au convoyage, aux éléments accessoires autour de ces machines. Donc, il fallait qu'on intervienne sur ces points-là. La limite de notre, je dirais, de notre volume de production, c'est de pas pouvoir avoir un technicien de maintenance en permanence, hein,
une usine qui fait 100 000 tonnes, pour garder le même ratio coût maintenance, main-d'œuvre, tonnes produites, a 4 fois plus de personnel que nous. Donc nous on a des contraintes marché qui sont importantes, donc on doit garder les mêmes ratios. Donc le fait d'avoir de monitorer, ça nous permet de maîtriser quand on fait une intervention. Et voilà, dans la plupart des cas. Donc depuis, on va dire depuis septembre, notre organisation est assez simple. J'ai un technicien de maintenance de 5h à 1h, poste du matin, et 1h, 21h, poste du soir. Et la ligne fonctionne, et les week-ends, j'ai 2 fois 12 heures avec un technicien de maintenance. Et pour le reste, on fonctionne avec de l'astreinte. Depuis septembre jusqu'à aujourd'hui, on a dû avoir une sortie du technicien de maintenance sur astreinte. Voilà, parce que on surveille, on détecte un roulement qui commence à donner une faiblesse et on va intervenir dans la journée quand on a les moyens, quand on a du monde. On essaie même de le faire le matin. Si on a une mauvaise surprise, on peut encore faire un usinage et on est sûr d'être établi le soir. Dans notre process 24-24, finalement, arrêter 4 ou 5 heures en milieu de journée et relancer, c'est quand même beaucoup moins impactant que d'avoir un arrêt d'usine à 18 heures et de devoir subir toute une nuit d'arrêt. Voilà. Donc, j'ai pas les chiffres réels, mais voilà, et on le voit. Donc là, je vous l'exprime sur le fait de sortie d'astreinte, et on le voit sur nos volumes de production. Hein. Donc on a aussi ajouté d'autres choses, mais sur le mois de novembre par rapport à l'année dernière, donc on a eu un investissement aussi sur notre pré-séchage, où au début de notre activité on n'utilisait que l'air ambiant. Là on a ramené une source de chaleur, mais sur le mois de novembre j'ai fait 1000 tonnes de plus que l'année dernière. Donc de 1500 tonnes en 2019, je fais 2500 tonnes au mois de novembre 2020. Voilà. Donc c'est tous ces ensembles qui font des gains. Très bien. Okay. C'est une bonne illustration, effectivement. Super, je crois qu'on va être un peu pris par le temps pour répondre aux 3 autres questions qui sont arrivées. Donc comme on vous a dit, on va y répondre, on y répondra directement à la suite de ce webinaire. Donc il n'y a pas de souci, on vous enverra les réponses qui ont été posées. En tout cas, je vous remercie encore, Monsieur Routaboul et Florent Demonnet, pour votre intervention. C'est vraiment très, très intéressant. Et donc, je vais continuer. Donc, merci encore. Je vous invite à retirer votre caméra et votre micro. Merci à tous. Bonne journée. Je voulais juste terminer en disant que, en fait, on a été mis en relation par le pôle de compétitivité SIM. Donc, comme quoi, ce genre d'événement et d'associations interprofessionnelles a vraiment du sens. C'est qu'on peut trouver des réponses à nos questions par ce biais-là. Voilà. Super. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, merci.